Vous vous souvenez peut-être, en tout cas pour les plus assidus d'entre vous, qu'il y a 2 ans environ, j'ai proposé une vidéo sur la résistance au changement. C'est sur ce même thème du changement que je reviens aujourd'hui à propos de ce que l'on peut appeler les freins au changement. Chacun et chacune a certainement conscience du fait qu'un comportement et un savoir sont 2 choses différentes. Je peux être dans la conscience de quelque chose qui est néfaste pour le bien commun ou néfaste pour soi en tant qu'individu. Et le fait d'en être conscient n'entraîne pas systématiquement un comportement qui va dans le même sens. Je pense évidemment aux addictions, l'alcool, le jeu, la toxicomanie. Je pense aujourd'hui à la dépendance aux écrans, les habitudes alimentaires qui peuvent être les nôtres, la conduite automobile, mais aussi des comportements plus centrés sur le commun, la collectivité, notre comportement vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la planète, par exemple. Avoir conscience des choses et avoir un comportement qui va dans le sens de cette conscience, c'est 2 choses qui diffèrent. Alors pourquoi pouvons-nous nous demander plusieurs hypothèses ou plusieurs explications. Du côté de la psychanalyse, la question de l'économie du désir. Le plaisir immédiat, on s'en doute, est plus fort que l'intérêt à long terme. Et c'est d'autant plus vrai que l'on ne visualise pas tout à fait l'intérêt à long terme et qu'il fait partie, au moins pour partie, des abstractions. Donc l'économie du désir d'abord. La deuxième tendance, très naturelle, c'est la tendance au déni. On pourrait dire et on pourrait imaginer qu'il y a un conflit en nous entre l'adulte rationnel, celui qui sait, et l'enfant narcissique qui ne veut pas savoir et qui est dans ce fameux plaisir immédiat dont je parlais. Troisième élément, le coût du changement. Un changement, qu'on le veuille ou non, ça peut coûter de l'argent, par exemple dans un changement d'alimentation, ça demande du temps, ça demande un certain apprentissage, ça coûte. Donc on a bien sûr ce coût du changement comme frein, et puis l'habitude, le fait qu'on fonctionne dans des circuits, dans des choses que nous connaissons et que nous maîtrisons. Quatrième idée, la prise de conscience individuelle ne suffit pas. Nous vivons dans un environnement et dans un monde où il y a des intérêts économiques qui existent et on a souvent une force d'inertie collective. On compose avec les autres, on est influencé par le comportement des autres. Pourquoi est-ce que je changerais moi si mes dirigeants ne changent pas ou si ma famille et les gens qui sont autour de moi ne changent pas eux-mêmes? Donc on a de nombreux freins, pour le coup, des freins au changement. Quelles sont les possibilités d'action, d'agir? Elles sont multiples, évidemment. D'abord en amont, éduquer, favoriser la prise de conscience. Et on peut penser par exemple sur la question du climat, sur la question de l'alimentation, que les jeunes générations aujourd'hui ne fonctionnent pas comme les plus anciennes, parce que l'éducation et la prise de conscience sont arrivées précocement. Deuxième idée, pour changer, il faut gagner, et donc il faut, entre autres, minorer les coûts du changement et favoriser l'engagement. Alors on peut utiliser là-dessus ce que les Américains appellent les nudges, des incitations. Il faut accompagner, il faut être aussi exemplaire, soi-même, ou voir nos dirigeants être eux-mêmes exemplaires dans ce domaine. Mesurer enfin les bénéfices immédiats du changement, c'est possible dans un certain nombre de domaines, régime alimentaire, pour ne citer que celui-là, arrêt du tabac par exemple, ou plaisir du goût également dans un certain nombre de cas. Voilà pour cette petite vidéo sur les freins du changement.